Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Librement Vôtre. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Rogès, auteur de 3 livres et en pleine écriture de son 4e. Avec Nicolas, nous allons ensemble décortiquer son parcours d'écrivain, parfois pas tout rose. Il va nous donner ses conseils et les clés de ce qui l'a poussé à ne jamais abandonner, malgré les nombreux refus, parfois violents, de certaines maisons d'édition. Nous allons également en apprendre plus sur la journée type d'un auteur, sa rémunération et ses autres projets pour pouvoir vivre à temps plein de sa passion, l'écriture. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ça va ? Je suis super content d'être là, ça va très bien. Bon, tant mieux, merci d'avoir répondu à l'appel du podcast. C'est la moindre des choses. On peut le dire, on se connaît déjà depuis quelques années avec Nicolas. On s'est rencontrés dans un ancien travail. Et puis après, chacun a pris sa petite voix et Nicolas, t'as pris la voix de l'écriture. Ouais, tout à fait. Alors, quand on a commencé un petit peu à discuter du podcast, toi, tu me disais que tu avais un petit peu envie qu'on dégrossisse et qu'on discute autour de tout ce qui va être l'écriture et de un petit peu toute la romantisation qu'on fait autour du métier d'écrivain. Mais avant qu'on arrive là-dessus, j'aimerais qu'on parle un peu de toi quand même. Donc, si j'ai bien pris mes petites notes, tu as publié ton premier livre par roman. Oui. C'est pas pareil. Ouais, Move c'est pas on pareil, up. c'est vrai. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ton parcours en fait d'écrivain ? Ouais, avec plaisir. Donc moi, j'ai commencé à écrire il y a à peu près 14 ans, je crois. Donc là, j'ai 31 ans. J'ai commencé à écrire à 17 ans à la sortie du lycée, au début de mes années de fac. J'ai commencé à écrire sur des blogs, après j'ai rejoint des plus grosses structures, d'abord autour de la musique. Donc j'ai travaillé pour plein de médias et j'ai publié effectivement mon premier livre sur la musique soul en 2018. Et donc, chez Le Bruit le Reste. Juste, c'est un livre, c'est quoi ? C'est un documentaire ? Comment on peut... C'est un livre, c'est un peu particulier, c'est vrai, c'est bien de le préciser. Parce que j'ai eu du mal à le situer quelque part en fait. Ouais, donc en gros, c'est donc l'éditeur chez lequel j'ai publié Le Bruit le Reste fait des livres qui sont construits comme ça. En gros, il y a une partie introduction d'une 50aine, 60aine de pages sur la musique qui est étudiée dans le livre, et ensuite c'est suivi d'une centaine de chroniques, 100 chroniques en fait d'albums qui ont été importants pour cette musique. Donc mon livre sur la soul suivait cette structure-là. Ok. Et après, j'ai enchaîné sur un autre livre sur le rappeur Kendrick Lamar. Et donc j'ai fait ce livre-là en 2020, qui a très bien marché, aussi bien au niveau des ventes, à mon petit niveau en tout cas, et aussi au niveau critique. Ouais. Ensuite, j'ai enchaîné sur un roman, et là, bientôt, je publierai mon 4e livre. Que j'ai lu, et qui est super d'ailleurs. Merci beaucoup. Vraiment, que je conseille de lire, il est super. Et du coup, comment on passe de Kendrick Lamar à écrire un roman sur sa grand-mère ? Très bonne question, à laquelle j'ai jamais vraiment réfléchi. En fait, ça fait avant de publier ce roman-là, j'en avais écrit 2 autres qui sont dans des tiroirs, qui sont fait refuser par tous les éditeurs de France. Et du coup, j'ai toujours eu envie en fait d'écrire des histoires en parallèle. Pour moi, c'était hyper important de publier un roman où je me contentais pas sans que ce soit péjoratif, de raconter l'histoire d'autres personnes, que ce soit d'un genre musical ou d'artiste. Et vraiment de pouvoir réussir à créer un univers de A à Z. Et donc c'est quelque chose que j'avais toujours en moi en fait. Je pense depuis tout petit, apparemment ma mère me dit que j'aime bien raconter des histoires, que j'aime bien écrire. Et j'avais envie, pour plein de raisons, de rendre hommage à ma grand-mère, de dénoncer peut-être un peu certaines choses. Et voilà, en fait c'est un livre que j'ai écrit aussi en grande partie uniquement pour moi. Et par un petit miracle, il a réussi à se faire publier. Donc c'est quelque chose de particulier. Et du coup, pour toi, c'est lequel qui a été le plus difficile à écrire ? Est-ce que c'est justement sur Kendrick Lamar où il y a beaucoup de recherches, ça prend beaucoup de temps, ça prend même plusieurs années, je crois. Ou est-ce que c'est un roman qui est beaucoup plus personnel ? Qu'est-ce qui est le plus difficile au final ? Est-ce que c'est le travail de fond ou est-ce que c'est de se mettre à nu dans un roman qui est plus difficile ? Le plus difficile pour moi, c'est de très très loin le travail journalistique, donc d'enquête et de reportage, parce qu'il faut avoir une exigence énorme sur les détails, sur les faits historiques, parce que tu ne racontes pas ton histoire, tu racontes l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas te permettre d'être approximatif. Donc je pense qu'en termes de rigueur et de professionnalisme, entre guillemets, c'était vraiment Kendrick Lamar qui était le plus long et le plus difficile à faire. Après, avec un roman, ce qui est magique, c'est qu'en fait, il y a personne qui va te dire ça s'est pas passé, ça tu peux pas, ce personnage n'existe pas. En fait, si tu crées un monde de A à Z. Et donc en termes d'écriture, en tout cas pour moi, c'est beaucoup plus facile d'écrire un roman parce qu'en fait tu te poses pas vraiment de questions et puis l'histoire s'écrit toute seule. Ok. Et donc là tu es en train d'écrire un autre livre, je sais pas si tu peux en parler un peu ou pas. Je peux pas donner encore le sujet, je crois que j'ai pas trop le droit, mais ce sera autour du rap français. Donc j'ai écrit sur la soul, le rap américain, et maintenant je fais sur le rap français. J'essaie toujours en fait de me mettre des challenges. Et quand j'ai l'impression que je peux pas faire quelque chose, ça veut dire pour moi qu'il faut que je le fasse. Et du coup je me sentais pas forcément encore capable d'écrire sur le rap français.
commencer et c'est pour ça que je l'ai fait. Bon, bah cool. Et un autre roman de prévu? J'en ai 2 autres effectivement qui sont qui existent les sortir, pas vraiment ailleurs que sur mon disque dur et dans mon drive, mais pour l'instant j'ai pas forcément de roman en moi. Je verrai où ça me mène, pourquoi pas. Ok, parce que en fait, toi, contrairement peut-être à d'autres, tu le prévois pas, tu te dis, tiens, il y a tel sujet qui me touche en ce moment, j'ai envie d'écrire dessus. Complètement, j'ai aucun autre objectif que de me faire plaisir, de dire des choses, de dire ce que j'ai sur le cœur. Je me fous complètement du nombre de ventes, de ma notoriété ou quoi. Pour en tout cas dans le domaine du roman, c'est vraiment, je le fais juste à l'envie. Pour le plaisir et pour la passion. Et puis au moment où j'aurai l'impression que j'ai une autre histoire à raconter, peut-être que je ferai un autre roman. Et si c'est pas le cas, j'en ferai pas d'autres. Puis ça me va très bien. Et donc toi aujourd'hui, maintenant, tu vis, on va dire à 100% de ton activité d'écriture plus que d'écrivain, je veux dire plus d'écriture parce que tu fais pas qu'écrire des livres. Donc toi tu as quitté on va dire le système basique de CDI, CDD, etc. pour vraiment te lancer à temps plein là-dessus. Est-ce que aujourd'hui c'est quelque chose, parce que tu me disais quand on en discutait juste avant que voilà c'est quand même beaucoup de difficultés quand même. C'est pas forcément tout rose comme on veut nous le montrer, c'est trop chouette d'être écrivain, etc. Il y a quand même aussi quelques parts un peu difficiles, mais c'est quand même beaucoup de bonheur. Totalement. Donc au final, le négatif, est-ce qu'il prend le dessus sur le positif à des moments donnés ou pas? Enfin, comment toi tu vis en fait cette activité de ton côté, quoi? C'est vrai que c'est par moments très difficile. Là, je commence à réussir à en vivre, très loin d'être hyper confortable. Je gagne pas 3 000 € par mois, quoi, mais je commence à pouvoir réussir à payer mes factures de manière normale, etc. Normalement, ça devrait se décanter d'ici 2 ou 3 semaines. Parce que en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand tu es auteur, il faut, en tout cas dans mon cas, et dans le cas de beaucoup de gens, multiplier les projets. Si tu te contentes que d'écrire des livres, je le souhaite à tout le monde, mais il faut faire vraiment un énorme succès pour que, parce que vu les pourcentages qu'on touche sur chaque livre, en fait, il faut en vendre énormément pour lisser ça sur 1 an, 2 ans, etc. Et justement, c'est quoi le pourcentage qu'un auteur touche sur un livre? Est-ce que ça, on a le droit de le dire? Je sais qu'il y a plein d'auteurs qui veulent pas en parler et plein de gens qui disent que c'est tabou. Moi, j'ai aucun souci à dire ça. Moi, à mon petit niveau, encore une fois, je suis pas un mec qui vend énormément de livres, mais je touche 9% hors taxe sur le prix du livre, ce qui est apparemment déjà un assez bon pourcentage. Donc 9% hors taxe, en gros, si ton livre il est vendu 20 €, tu vas toucher moins de 2 € par livre avant les impôts, etc. Donc en gros, il faut en vendre 60 000 pour vivre à peu près correctement sur quelques années, quoi. Voire un peu moins de quelques années. Ça on le sait pas forcément au final. Donc ça on le sait pas forcément, sachant que en fait tu mets parfois longtemps à écrire ton livre, donc en fait tu as toutes les dépenses du quotidien qui arrivent. Donc c'est pas vivable en fait. Donc il faut multiplier les projets. Moi c'est ce que j'ai réussi à faire. Maintenant j'écris des documentaires, je travaille avec des chaînes de télé, avec des youtubeurs, je travaille pour plein de médias différents et je fais pas mal de livres en parallèle pour pouvoir multiplier les sources de revenus plus les droits d'auteur. Et avec ça prend vraiment très longtemps à se mettre en place. Et avec ça je commence à réussir un peu à en vivre. Mais si c'était que des livres en eux-mêmes, mon livre sur Kendrick Lamar par exemple, c'est plutôt très bien vendu. Je peux pas vraiment donner les chiffres, etc. Mais en tout cas c'est pour ce type de livre-là, pour ce type de public-là, avec cette longueur, etc., ça s'est bien vendu. Et c'était même, vu l'argent que j'ai investi pour faire mes reportages, etc., c'était presque négatif pour moi, en termes financiers. Donc en fait, il faut fonctionner avec des bourses, mais t'es pas sûr de les avoir. Enfin voilà, c'est vraiment tout un écosystème. Faut vraiment naviguer dans tout ça, et c'est très compliqué. Mais après, si tu le fais pour l'argent, il faut pas faire ce type de métier-là, en fait. En tout cas, je pense. Ou alors, et il y en a peut-être qui le font pour l'argent, et ils ont raison, c'est peut-être une très bonne raison, mais moi j'ai très vite compris que ça pouvait pas être mon unique source de revenus, sinon je pouvais pas m'en sortir, quoi. Et du coup, tout ça, comment tu le vis au quotidien? Parce que du coup, tu me dis que à peine aujourd'hui tu vas commencer à pouvoir en vivre, donc ça veut dire qu'il y a eu des années de galère juste avant. Et du coup, comment tu vivais ton quotidien? Comment si demain quelqu'un nous écoute, il a envie d'écrire son livre et il a un peu peur de se lancer là-dedans, il sait que ça va être de la galère, etc. Toi, un petit peu, comment tu l'as vécu? En fait, comment tu t'es accroché en te disant non, je veux rester accroché à mon truc et je vais y arriver, quoi? Par l'envie, par la passion, parce que j'avais réussi à mettre plein de sous de côté avant, parce que j'avais un métier qui rapportait pas mal, c'est pour ça que je l'avais fait d'ailleurs. Et donc je savais qu'à un moment, j'allais pas pouvoir rester en CDI dans le marketing avec une voie toute tracée vers la retraite, que je pouvais pas rester comme ça et j'allais avoir des regrets en fait. Et donc c'est pour ça que j'ai fait comme un petit écureuil, tu vois, j'ai mis mes réserves de côté et au moment où je sentais que j'en avais un
un peu assez. Moi, après, j'ai pas une vie où je sors beaucoup, je suis quelqu'un de très casanier, j'ai pas de grandes envies, ou de, voilà, je fais pas des restos à 200 balles, voilà. Je sors pas beaucoup, donc j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. C'est ça aussi qu'il faut savoir. Selon ton mode de vie, c'est peut-être pas forcément une activité, en tout cas à temps plein, qui est faite pour certaines personnes. Pour moi, ça me convient très bien. Et je savais qu'avec ce budget-là, j'allais pouvoir vivre X années. Et après, au quotidien, moi, je suis quelqu'un qui suis quand même assez angoissé. Donc c'est très difficile, il faut se battre contre soi-même. Tu vois des potes à toi qui commencent à rentrer dans leur vie, où ils ont pas mal d'argent, ils voyagent plus que toi, ils ont des plus beaux apparts, tu vois, voilà, ils font... oui, c'est tu vas cool. te comparer, c'est normal. T'es super content pour eux, mais en même temps, toi, ça te ramène aussi parfois, tous les matins que tu te lèves. Moi, j'ai bossé comme un malade. Enfin, je veux dire, je faisais des semaines qui étaient hyper chargées, tous les week-ends à bosser, tous les vacances, machin. Même quand je bossais un boulot entre guillemets normal, je me levais avant une heure et demie avant le boulot pour bosser. Après, je bossais le soir. Je me suis épuisé en fait, mais je savais qu'il y a un moment, ça allait peut-être marcher. Et du coup, c'est vraiment un marathon en fait. Il faut s'accrocher. Et c'est une question de volonté, c'est une question aussi d'entourage. Il faut être très bien entouré. Moi, je sais que ma copine et mes parents et mon entourage sont hyper importants pour moi. Ils me poussent, ils me font confiance. Ils sont fiers de moi, donc ça t'aide aussi à te booster. Mais voilà, il faut vraiment être organisé, structuré, être uniquement guidé par la passion et l'envie, et avoir confiance en toi et en le fait qu'il y a un moment, ça va se décanter, quoi. C'est pas forcément faire les choses avec intérêt, mais vraiment le faire parce qu'on a envie de le faire et se dire que c'est forcément des sacrifices. Quand on veut faire quelque chose qui nous plaît, il y a toujours une part de sacrifice, finalement. Totalement. Si tu fais ça par intérêt, enfin en tout cas, moi je pense que c'est pas forcément le bon objectif. En tout cas, pour moi, ça aurait pas marché. Moi, je sais que j'avais peut-être un truc que je pouvais exploiter, un petit talent que je pouvais exploiter. Et je me suis dit, il faut le faire maintenant, avant d'avoir 40 ans, et de regarder en arrière et dire, tiens, il y a 20 ans, j'aurais pu me lancer, je l'ai pas fait. Et je suis hyper fier de moi d'avoir réussi à faire ça. Et si demain tout s'arrête et que je peux plus du tout en vivre, honnêtement, avec ce que j'ai fait, je suis allé, entre guillemets, bien plus loin que ce que je pensais pouvoir faire. Donc pour moi, j'ai accompli tout ce que je voulais et c'est aussi une satisfaction personnelle. C'est rigolo, au final, cette notion de regret, elle revient parce que du coup, Dylan me disait la même chose donc, dans le podcast précédent. Il me disait, je le fais surtout pour moi et parce que j'ai pas envie d'avoir ce sentiment de regret, de me dire j'aurais pu le faire et je l'ai pas fait et du coup ça revient encore avec toi aujourd'hui. Donc au final ce sentiment de regret il est hyper important et je pense que c'est pas uniquement dans le métier d'écrivain ou quoi que ce soit. Moi je sais que c'est pareil en lançant tout ça, en lançant ma boîte, en me lançant à mon compte. La première chose qui m'est venue à la tête, c'est pareil, c'est ce sentiment de se dire je veux avoir aucun regret et me dire si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc c'est hyper intéressant. Et donc toi aujourd'hui tu regrettes rien? Non. Même tous les moments de galère qui ont été durs. Il y a beaucoup plus de moments de galère que de réussite. En tout cas dans mon cas, vraiment énormément, plein de projets qui se font pas, des choses, des espoirs que tu as et qui finalement ne se font pas non plus. Mais quand je regarde en arrière, j'essaie vraiment de me concentrer sur le positif et non, je regrette rien du tout. Franchement, c'est magnifique de se lever tous les matins pour faire quelque chose qui te passionne. Mais moi, je me sens chanceux comme pas possible tous les jours. Carrément. Donc, et du coup, comment justement, donc tu dis il y a eu plus d'échecs que de réussites, des maisons d'édition qui t'ont claqué la porte au nez, qui t'ont dit non merci monsieur. Du coup, comment on vit ça? Comment toi tu l'as vécu? Est-ce que tu l'as pris comme... Est-ce que ça t'a vexé? Est-ce que ça t'a des fois remis en question? Tu te dis bon en fait je suis peut-être pas si bon que ça, peut-être que ce que je raconte c'est peut-être pas intéressant. Qu'est-ce qui te vient dans la tête quand tu te fais envoyer balader par toutes les maisons d'édition et que en fait comment t'as réussi à t'accrocher et dire non en fait mon livre il vaut le coup, je vais continuer de m'accrocher et je vais réussir à le publier quoi? Tu passes par toutes les étapes. Je pense les premiers refus c'est affreux. Hein. C'est déjà si t'as un refus t'as de la chance. Parce que en fait personne te répond en général et donc tu mets tout ton espoir, tu passes un temps pas possible à écrire, à mettre en page ton truc et tout, tu l'envoies, tu dis il y a quand même quelqu'un qui va me répondre, personne te répond. Donc c'est super difficile et en fait moi j'ai un esprit de compétition très élevé, voire beaucoup trop. J'ai fait beaucoup de sport, de basket et tout. Et en fait, il y a un moment, je me suis dit ah ouais, vous voulez pas me publier. C'est la niaque qui t'a tenu en fait. Et en fait, ça va peut-être me prendre 4, 5, 6 ans, 10 ans, 50 ans. Mais un jour, je vais publier un roman et en fait, je le vivrai comme une revanche. Et je sais pas si c'est la bonne manière de voir les choses. En tout cas, moi, je me suis accroché à ça. Je me rappelle d'un éditeur que je connais très bien qui a lu un manuscrit un jour et qui m'a dit tu ferais mieux de continuer à écrire des livres sur la musique, c'est pas fait pour toi les romans. Et au début tu te dis
putain, c'est un éditeur qui te dit ça, donc en fait, peut-être qu'il a raison, donc je vais arrêter. Et au bout de 10 minutes, je me suis dit, ok, bah, je vais garder ça en tête et tu verras. Et 2 ans plus tard, j'ai publié mon roman et vu que je suis un énorme rageux, dans les remerciements de mon roman, j'ai remercié cet éditeur-là de m'avoir dit ça. Et voilà, moi après, je le prends comme un peu une cible, tu vois. C'est violent, après, peut-être qu'il avait raison, je sais pas. Mais parce que quand un professionnel de l'édition, dont c'est le métier, te dit que t'es nul, en gros, parce que c'est ça qu'il te dit. Bah ouais, c'est ça. Tu sais, je sais pas, si tu vas chez le médecin et qu'il te dit que t'as une grippe, tu vas le croire. Bah oui. Parce que tu connais rien. Bah oui. Et du coup, là, c'était la même chose. Et en fait, moi, je m'en suis servi vraiment de motivation. Force, ouais. J'ai plein de modèles dans le domaine du sport, de la musique, qui sont dans cette démarche-là aussi. Et c'est un peu mon développement personnel, quoi. Quand je regarde des basketteurs, des rappeurs, c'est mon développement personnel. Et eux se sont accrochés, ils se sont fait aussi refuser de partout. Et finalement, ils ont réussi à faire quelque chose. Et du coup, moi, je voulais adopter la même démarche. Ouais, mais je pense que c'est une bonne démarche et je pense que c'est ce que tout le monde devrait faire parce qu'il y en a plein des gens qui vont te dire non mais t'es trop nul pour faire ça, ça t'y arriveras jamais, etc. Moi je me souviens, ça m'était arrivé aussi quand je suis rentrée à la fac en marketing digital, j'avais absolument aucune formation à part mon blog, je m'étais formée toute seule et j'avais été prise et la dame, cette sympathique dame qui s'occupait de m'aider à refaire mon CV, elle a lu mon CV et donc je n'avais absolument rien fait à part mon blog et elle m'a regardée, elle m'a dit de toute façon vous y arriverez jamais, je comprends même pas pourquoi vous êtes là. Et regarde ce que tu fais maintenant. Et c'est ça en fait, et comme toi, je me suis accrochée à ça en me disant bah tu sais quoi, je vais te montrer le contraire. Et au final, j'ai eu ma licence et j'ai enchaîné directement avec un CDI où j'étais embauchée direct alors qu'elle m'avait dit que j'y arriverais jamais. Au final, c'est un bon moyen de s'accrocher. Alors après, je pense que ça dépend aussi peut-être des caractères. Et en même temps, tu vois, tous les deux, on a des caractères complètement différents et pourtant, ça a été un booster pour les deux. Oui, mais il y a ça aussi. Il y a la motivation, mais il faut pas que ça aille sans le travail. C'est-à-dire que moi, quand on m'a dit ça, quand on m'a refusé, en fait, j'ai travaillé 3 fois plus dur aussi. Ouais. Et je me suis dit, il y a une raison pour laquelle tes romans sont refusés. Je veux dire, ils te refusent pas par plaisir. Donc les gens, ils lisent ton truc, ils prennent du temps, ils te refusent. C'est qu'il y a des choses à retravailler. Donc je me suis dit, ok, j'ai cette motivation-là, mais en fait, il faut que je bosse 4 fois plus dur qu'une autre personne pour que ça soit publié un jour, peut-être. Mais aussi, il fallait que tu crois. C'est une éthique de travail. Il y a aussi une part où il faut que tu crois aussi en ton truc. Bien sûr. Parce que ça doit être dur quand tu te prends plein de refus, après de te dire. Si, moi je crois toujours en mon projet, je suis sûre que mon livre il peut plaire à des gens. Enfin, il faut avoir confiance en soi. Après, moi je suis pas quelqu'un du tout qui a confiance en soi. Je suis hyper réservé, je me remets toujours en question, etc. Mais je me dis, après un moment tu te dis, c'est la vie d'une personne. Et je veux dire, il y a tellement de. Le domaine artistique, c'est le domaine subjectif par excellence. Toi, tu vas adorer un livre, moi je vais le détester. Et c'est normal, et c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est super bien. Et du coup, tu te dis, peut-être que cette personne-là l'a refusé, mais qu'une autre personne va l'aimer, donc il faut continuer à essayer. Après, il ne faut pas non plus s'enfoncer dans un truc qui est vraiment sans issue. Mais si tu crois en ton truc, tu as l'éthique de travail nécessaire, que tu as la motivation, c'est une question d'ego aussi, je pense. Moi, je sais que j'ai un peu trop d'ego parfois. Je pense pas être quelqu'un d'arrogant, mais j'ai besoin d'avoir de l'ego en me disant je veux être meilleur que la personne qui est à côté de moi, en fait, tu vois. Et du coup, il faut bosser pour y arriver. Tu seras jamais forcément meilleur, mais il faut que tu te fixes un objectif. Tu vois des gens qui sont 1 milliard de fois meilleurs que toi. Moi, ça fait 15 ans que j'écris sur la musique. Je peux te citer 250 personnes qui sont 10 fois plus talentueuses, qui connaissent 10 fois plus de choses que moi. Et mon objectif, c'est d'arriver peut-être un jour à leur niveau, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai envie de continuer à travailler, à progresser, etc. Ou en fait, tu te mets des objectifs quand même. Bien sûr, tu fais pas ça en te disant je le fais par passion et puis on verra bien ce qui se passe. Tu le fais vraiment t'as des objectifs en tête et t'as envie de les atteindre. Moi, quand j'ai commencé à mettre là-dedans vraiment, j'avais une vision de ce que je voulais devenir, entre guillemets, d'ici 15 ou 20 ans. Et en fait, je sais que chaque étape m'a amené à ce que je fais aujourd'hui. Et il faut traiter chaque étape, même si tu penses qu'elle est minime. Même quand j'écrivais des articles sur mon blog qui étaient lus par environ 4 personnes, dont mes 2 parents, tu vois. Et ces articles-là, je les traitais comme si c'était mon premier livre, tu vois, avec la même exigence. Et chaque chose que tu fais, je pense que ça doit être traité avec la même exigence pour pouvoir te construire une base solide et ensuite éventuellement monter. Complètement. Et puis je suis d'accord. Et puis en plus, dans le développement personnel, on dit souvent ça, on dit qu'il faut voir plus loin, il faut voir ses objectifs au plus loin pour justement les atteindre. Et il y a plus de chances d'atteindre un objectif quand on le voit loin que quand on se dit on verra bien ce qui se passe, ou on se dit déjà demain on va faire ça et puis on verra dans 10 ans. Non, il faut s'imaginer dans 10 ans, se voir son idéal, et comme ça c'est une source de motivation en fait. Je pense, après moi j'aurais pas la prétention de donner de recettes parfaites, je pense que chacun doit faire son propre cheminement et voir où les choses l'amènent, mais je sais moi par exemple si quand j'ai publié mon premier livre en 2018, ça faisait 10 ans que j'écrivais, je sais pas exactement, enfin bref, on s'en fout, et
Et j'aurais pu me dire au bout de 3 ou 4 ans que je me sentais prêt à passer à l'étape supérieure. Mais je savais qu'il me restait encore 5 ans avant de pouvoir publier un livre et d'être crédible et d'être au niveau que je voulais moi. Oui, tu te mettais ton niveau d'exigence à toi. En fait. Complètement. Si tu commences à te comparer aux autres, en fait, je pense que ça marche pas. Tu fais plus rien. Et voilà. Et du coup, je pense que c'est vraiment une question de qui tu es, comment tu travailles, à quel niveau tu veux arriver. Il y a des gens qui ont fait la même chose que moi et qui sont arrivés en 4 ans, et tant mieux. Ouais. Moi, ça m'a pris 15 ans, c'est pas grave. Ouais, après, c'est pas une compétition dans le sens où bien sûr. Y en a pour qui ça va prendre plus de temps. Et ça me fait beaucoup penser aussi à... Alors, c'est Paulo Coelho. Je crois que j'avais vu dans un reportage qui, pareil, a publié son premier roman. Je crois qu'il avait 40 ans passés et qu'en fait, il n'a pas lâché l'affaire. Il dit non mais moi, je vais le faire. Qu'importe l'âge que j'aurai, je vais le faire. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un des auteurs, c'est un gros vendeur et il est hyper reconnu dans son domaine. Après, donc, je pense qu'il faut faire aussi attention avec ces récits-là. En tout cas, moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que moi, si j'ai réussi, alors c'est encore une fois un tout petit niveau, mais si j'ai réussi à atteindre mes objectifs, c'est aussi parce que j'ai eu la chance de grandir dans un environnement qui était pas riche du tout, mais j'ai jamais manqué de rien, d'avoir une famille qui me soutient, d'être en bonne santé, de pouvoir me mettre de côté, donc de pouvoir faire des études. Donc j'ai conscience que j'ai eu un socle familial et social qui m'a aidé aussi. À pouvoir atteindre cet objectif-là. Il y a des gens qui malheureusement n'ont pas ce socle-là. Oui, et donc si ces gens-là ont les mêmes envies, mais qu'il y a un moment, ils sont obligés d'abandonner, entre guillemets, même si c'est pas péjoratif, mais de se recentrer sur autre chose, c'est tout à fait normal aussi, et il faut pas non plus rentrer dans une logique en disant si tu veux, tu peux. C'est pas forcément le cas, et des fois il y a des choses qui sont complètement incontrôlables qui sont totalement justifiées si tu veux arrêter quelque chose. En tout cas, moi je le vois comme ça. Je pense que moi j'ai conscience de ma chance d'être bien entouré encore une fois. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément ça. Et du coup, je trouve que parfois dans ces récits un peu de développement personnel, un peu clichés parfois, on oublie aussi de dire qu'il y a des choses qui sont incontrôlables en fait et que tu peux pas passer par-dessus. Non, tu vois. Bon, après, on va pas rentrer dans un débat philosophique de développement personnel, mais c'est intéressant. Mais moi, je suis en partie d'accord avec toi. Je pense que des fois, il y a des choses où t'as plus le choix. Mais je pense qu'il y a aussi une part de... je trouve aussi que c'est trop facile de se dire non, franchement, moi je suis dans un environnement qui est sain, donc c'est plus facile pour moi. Non, c'est pas forcément plus facile. C'est pas parce que t'es dans un environnement sain que c'est forcément plus facile, entre guillemets. Parce qu'au final, ton livre, tu l'as écrit tout seul. Non, mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. Donc, mais si j'ai pu l'écrire, c'est aussi parce que j'ai pu faire des longues études, que j'ai pu avoir un boulot qui est bien payé, etc. Tu vois, je pense que c'est ça aussi. C'est juste, je pense qu'il faut aussi voir, c'est jamais tout noir ou tout blanc. C'est juste... moi, je pense que c'est le message aussi qu'il faut donner. En tout cas, pour moi, c'est important. Oui, pour toi, c'est ça. Bon, c'est un grand débat. On fera un autre podcast. Un podcast de 4 heures juste pour parler de ça. Développement personnel. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, parce que effectivement, nous, moi, je suis pas autrice, je n'écris pas quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'on peut avoir une vision totalement faussée de la journée d'un écrivain, de se dire il se lève tranquillou le matin, il prend son petit café, il se met devant son ordi et puis il écrit. Et je me doute que c'est pas ça la vie d'un écrivain. Alors qu'est-ce que c'est une journée, une semaine, je sais pas ce qui est le plus représentatif d'une journée d'écrivain pour toi quoi? C'est une très bonne question. Je vais parler que pour moi. Je me lève tôt, j'essaie de me lever tôt. Café, le cliché. Obligé. Un peu tu prends ton moment tranquille avec ton chat sur les genoux le matin pour prendre ton petit déj. On n'est pas loin de ce que j'ai dit tout à l'heure. Exactement. Mais après c'est un peu cliché. Après j'enfile mon short de basket, un t-shirt dégueulasse. Et après c'est parti. Je me mets à mon bureau. Et en fait ça dépend si je suis en train d'écrire un roman. J'ai aucune structure, aucun horaire, rien. J'écris juste quand j'ai besoin et quand j'ai envie et quand ça vient. Après, quand je travaille sur mes livres sur la musique, mes reportages, mes articles pour des médias et tout, je sais ce qu'il faut que je fasse. Je sais que, par exemple, le matin, je vais devoir faire X heures de recherche, mener X interviews avec des gens que je vais appeler, et qu'ensuite, l'après-midi, par exemple, je passe à la partie rédaction. C'est aussi beaucoup de procrastination. C'est faux. En tout cas, pour moi, c'est faux de dire que sur des journées de 8-9 heures de travail, je vais écrire pendant 8-9 heures. C'est aussi beaucoup de « Ah tiens, j'ai pas écouté cet album-là. Ah je vais me le faire, je m'y mettrai après. Ah mais tiens, j'aimerais bien acheter ça. Ah, je vais l'acheter. » Et après, en fait, au final, tu te retrouves à pas travailler énormément et avoir des grosses périodes de rush. Donc en fait, c'est ça qui est cool aussi, c'est que ça change tout le temps. Mais finalement, ce que les gens oublient de dire souvent, c'est que c'est quelque chose de très très solitaire. C'est-à-dire que tu es tout le temps tout seul et personne ne t'aide. Surtout dans le monde du roman, en fait...
Tu ne peux demander de l'aide à personne. Personne ne peut écrire ton paragraphe à ta place. Personne ne peut aller interviewer cette personne à ta place. Les idées, elles sont dans ta tête à toi, quoi. Elles sont dans ta tête, et puis il faut se motiver. T'as pas de patron, il n'y a personne qui te demande des comptes. Il faut respecter tes délais, mais en fait, si j'ai un article à rendre dans une semaine, mon patron de médias va pas venir voir tous les jours combien de phrases j'ai écrit. Donc c'est à toi de t'organiser. C'est ça qui est cool, mais c'est vraiment une rigueur. Et c'est pour ça que moi je me lève tôt, je fais beaucoup de sport aussi dans la journée ou le soir. Ça fait partie de mon équilibre. Donc j'ai toujours ce temps aussi de jouer au basket, aller courir dans la journée. C'est important. Hein. Pour moi, c'est un truc qui est hyper important. Aussi, on habite à Grenoble, donc moi, je fais pas mal de randonnées aussi. C'est à ce moment-là aussi que je travaille pas mal dans ma tête. Ça me permet de m'aérer, d'écrire aussi un peu des choses dans ma tête que je retranscris ensuite le soir. Donc il faut trouver vraiment des moments de respiration, parce que sinon, en fait, tu peux très facilement passer 9 heures par jour assis sur ta chaise devant ton ordi, avoir personne, jamais. Moi, je suis en télétravail en permanence, en fait. Oui, c'est ça. Donc, des fois, je me force à aller dans des cafés pour voir un peu de monde, même si, franchement, ma nature me fait rester chez moi en boule sur ma chaise avec mon chat et ma copine. Mais voilà, non, il faut... c'est vraiment beaucoup de café et beaucoup de motivation, en fait. Et les journées se ressemblent jamais. Et puis, de s'imposer des pauses et même des périodes de procrastination, de mon avis, en tout cas. Je trouve que ça fait partie du truc en fait, et c'est important. On en parlait juste avant, du coup justement avant le podcast, que moi c'est pareil. L'idée de ce podcast, elle m'est venue en courant quoi. Je courais et puis bam, l'idée elle m'est venue comme ça d'un coup. Et je pense que de se prendre des moments de pause où on se dit allez, là je suis trop la tête dans le guidon, j'arrive plus à réfléchir, j'arrive plus. De se prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures si on en a besoin pour aller se balader, lire un livre, faire autre chose. Il y en a plein qui pensent que c'est de la fainéantise ou que c'est ils sont à leur compte donc ça va, ils font ce qu'ils veulent. Mais en fait, c'est des moments qui sont hyper importants justement pour derrière être encore plus productif. Complètement. Et puis, moi, en tout cas, si je prends 2 heures pour aller faire de la course, je vais travailler 2 heures plus tard le soir ou le week-end. Ça m'arrive tout le temps. Donc, c'est comme si tu avais un boulot à temps plein, un boulot salarié, mais que tu faisais tes propres horaires. Comme tu veux, franchement, c'est incroyable. Enfin, moi, je changerais ça pour rien au monde. Dans la vie d'un journal d'auteur aussi, ce qui est important de noter, c'est qu'il faut... Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est important de gérer ses réseaux sociaux aussi, de faire de la promotion, en général, c'est toi qui fais la promotion de tes livres. Donc d'aller chercher des gens, etc., leur envoyer des DM, enfin voilà. Donc il faut gérer aussi ta présence en ligne. Moi, c'est un truc qui n'est pas naturel, mais je pense que c'est important de le faire. En tout cas, dans notre monde en 2023, c'est important. Carrément. Et voilà, et en tant qu'auteur aussi, il faut savoir communiquer sur ton livre. Il faut être capable de répondre à des interviews, des gens qui sont pas forcément à l'aise de parler à l'oral et tout. Je me rappelle une libraire, un jour ça m'avait choqué. Elle me dit j'ai reçu un auteur à la librairie pour présenter son livre, mais franchement à l'oral c'était une catastrophe, il était nul et tout machin. Et je lui disais mais c'est un métier déjà d'écrire un livre, c'est un autre métier de parler de son livre et de le présenter. Le mec il est pas conférencier, il est auteur. Facile, hein. Alors après je comprends que ce soit frustrant quand tu invites quelqu'un et qui est pas très bon entre guillemets selon tes critères. Mais il faut être indulgent aussi, parce qu'en fait, il faut savoir tout maîtriser quand tu es auteur. C'est ça. Et c'est un peu difficile. Et du coup, tu apprends plein de choses, mais tu fais aussi plein d'erreurs. Et du coup, justement, en parlant d'erreurs, pour toi, quel a été le... Est-ce que s'il y avait une chose où tu t'es dit « Ah, ça, j'aurais pu le faire autrement », est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment ou tu réfléchirais différemment, ou pour toi, tout ce que tu as fait aujourd'hui et jusqu'à présent, même les choses un peu négatives, ça fait... justement la finalité aujourd'hui de tes livres, etc., où il y a vraiment un truc, il y a quand même ça c'est quand même pas cool quoi. C'est une très bonne question. Non, je pense qu'il n'y a rien que je regrette ou que j'aurais fait différemment, parce que comme tu dis, ça permet d'apprendre de tes erreurs. Je sais, par exemple concret, mon premier livre, je pense que je l'ai mal présenté aux éditeurs. Peut-être que ma lettre de présentation était nulle, peut-être que mon livre était immature, que j'aurais dû le retravailler, etc. Mais en fait, le fait de me prendre une veste, pour reprendre l'expression qui a été cool, ça m'a appris à perdre en fait. Et en apprenant à perdre, peut-être qu'un jour tu vas réussir à gagner quoi. En fait, pour toi, c'est l'expérience, même les négatifs qui vont faire que... En fait, moi, si je vois pas ça comme ça, vu mon caractère un peu angoissé et stressé, si je vois pas les échecs comme des opportunités de réussir à un moment, en fait, je vais m'arrêter à un moment. Et du coup, ça a été super dur. J'ai vécu des moments assez sombres, franchement, pour être honnête. Mais avec du recul, en fait, si j'avais pas vécu ces moments-là... T'en serais pas là aujourd'hui. Je prends toujours l'exemple d'un coach de NBA de basket que j'aime bien, qui disait ils avaient gagné 15 matchs de suite, et à un moment, ils en perdent un. Et du coup, les journalistes lui disent ah mais c'est une catastrophe, vous avez perdu un match et tout. Il dit mais moi je suis content d'avoir perdu en fait, parce que si on est trop confortable dans ce qu'on fait,
il y a un moment, si on se retrouve face à l'adversité, on ne saura pas comment réagir. Et je trouve que c'est une belle métaphore. Ouais, c'est très beau. En tout cas, je le vois comme ça. C'est très juste et c'est ça en fait. Les réussites, elles sont belles parce qu'il y a eu des échecs juste avant. Quoi. Moi, je suis fier de tout ce que j'ai loupé. J'ai loupé un paquet de trucs. J'ai fait peut-être des articles mauvais. J'ai fait des livres un peu bancals. Là, je suis sûr que si je relis mon premier livre, moi, je relis jamais ce que je fais parce que j'ai toujours envie de progresser et à chaque fois, c'est jamais assez bien. Et je sais que si je relis un livre que j'ai écrit il y a 5 ans, je vais avoir plein de trucs à modifier. Mais tant mieux, c'est comme ça. Je sais très bien que j'arriverai jamais à atteindre mes objectifs. En tout cas, moi, je sais que j'arriverai jamais là où je veux être parce qu'en fait, il n'y a pas de ligne d'arrivée. En fait, je pense que je vais faire une phrase de développement personnel de merde, vraiment hyper cliché, mais je pense que c'est vraiment le chemin qui est intéressant. Et si tu atteins quelque chose à un moment, je pense que tu vas peut-être te reposer sur tes lauriers. Et moi, je veux surtout pas faire ça. C'est vrai qu'il y a plus, moi je le vois aussi, dans ma boîte, il y a plus, pour l'instant en tout cas, il y a plus de moments difficiles que de bons moments. Mais comme tu dis, c'est un moteur pour te dire, non, je n'ai pas fait tout ça pour abandonner et tout laisser derrière moi, alors que j'ai encore beaucoup à prouver, beaucoup à faire. Bien sûr. Le jour où effectivement, alors là je parle encore une fois pour moi, où pour moi j'aurais tout donné et que j'aurais l'impression que je suis allée au bout du truc, effectivement je dirais ça sert à rien d'aller plus loin. Et peut-être que tu partiras sur autre chose. Voilà, c'est ça, mais je suis d'accord sur le fait qu'effectivement c'est beaucoup dans les échecs que la réussite est beaucoup plus belle, parce que si t'as tout comme ça en un claquement de doigts, au final, pour moi, il n'y a pas de... Ouais, mais ça serait cool aussi des fois. Des fois, ça serait cool, j'avoue que des fois, franchement, il y a des moments où je me dis, ça serait quand même bien de claquer des doigts et de pouvoir avoir ça. C'est vrai que ce serait cool, mais au moins derrière, t'as une histoire à raconter, tu vois, et tu peux dire, moi j'en suis arrivée là et je l'ai pas volé, quoi. Ouais, peut-être. Je pense que c'est une belle manière de voir les choses. Je suis d'accord avec toi. Et écoute, pour conclure, est-ce que tu aurais un conseil, tu as quand même dit pas mal de choses qui sont hyper intéressantes et je pense qu'ils sont motivantes, mais si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui a peut-être envie, alors pas forcément écrire un livre, mais vraiment dans le domaine... dans ce domaine-là, quelqu'un qui veut monter sa maison d'édition, quelqu'un qui veut ouvrir sa librairie, quelqu'un qui veut écrire un livre, enfin peu importe, mais qui n'ose pas, qui se dit je vais peut-être me casser la figure, financièrement ça va être compliqué, enfin voilà, qui vraiment se met des freins qui sont réels et qui sont vrais. Toi, si tu avais un conseil à donner pour booster cette personne, qu'est-ce que tu donnerais ? Vas-y. Non, c'est vrai, c'est intéressant. Je pense qu'il y a peut-être 3 choses. Il y a toujours garder en tête qu'il faut que ce soit la passion qui guide tout. Comme tu l'as dit, si tu as toutes les conditions qui sont réunies et que tu peux te lancer, toujours faire ça avec passion et pas forcément en attendant quoi que ce soit, un intérêt, de notoriété ou financier. Vraiment la passion, travailler énormément, se remettre en question, donc ça implique de se remettre en question en permanence et faire ça avec exigence en fait, tu vois. Et je pense que si tu respectes ces 3 piliers, la passion, l'exigence et le travail, il n'y a pas de raison que tu réussisses pas, même à ton niveau. Je pense que le simple fait d'essayer, c'est déjà une super belle réussite. Je suis d'accord. Et si tu fais ça avec passion, ça prendra peut-être plein de temps, mais tu réussiras. Et surtout, prendre toujours du plaisir dans ce que tu fais. Ne pas faire une chose parce qu'il faut la faire. Juste le faire parce que toi, tu le sens, que c'est au fond de toi, que c'est dans ton cœur, et prendre du plaisir en le faisant. Et si tu fais ça, si tous les matins tu te lèves en prenant du plaisir, même si ça prend 10 fois plus de temps que quelqu'un d'autre, en fait, tu vas réussir à tes objectifs et tu vas le réussir de la bonne manière. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup Nicolas pour ce podcast, c'était super intéressant encore une fois. Cool. Et j'espère que ça en aidera, que ça pourra motiver certaines personnes ou juste à titre informatif. Et on attend de tes nouvelles pour ton prochain livre, du coup j'ai trop hâte. J'espère qu'il y aura un prochain roman aussi parce que vraiment j'ai adoré Adèle. Vraiment c'est un roman... De toute façon, je te l'avais dit, mais vraiment, je vous le conseille parce que c'est un roman que j'ai lu. Au début, je savais pas trop où tu voulais nous emmener. Et puis, petit à petit, quand on comprend ce qui va se passer, et puis la fin, moi, ça m'a monté les larmes aux yeux. C'était vraiment très, très beau. C'est vraiment un très, très beau roman. Ça me touche vraiment beaucoup. Pour les gens qui aiment les romans avec une belle histoire derrière, c'est top. Cool. Donc, allez le lire et écrivez-en d'autres. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à la toi. prochaine. Merci. À plus.